Donc le soir, on est parti et je me retrouve le lendemain à Angoulême. Alors Angoulême, c'est en 2 étapes. Hein. Première étape, l'établissement public du supérieur, où on apprend toutes les techniques liées aux jeux vidéo. Et ça, bon, c'est un moment pour moi qui a été extraordinaire. Parce que les gens, ils savent pas eux-mêmes à quel point ce qu'ils font est exceptionnel. Pourquoi? D'abord sur la technique de travail de l'équipe. Si vous voulez, on se mange les mains pour essayer d'expliquer à certains comment on travaille en équipe, hein, pour décloisonner les savoirs. Bon, décloisonner les savoirs. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans le bâtiment, vous êtes plombier, bon, vous passez pour poser ce que vous avez à poser, et vous savez ce que, en gros, vous connaissez les autres étapes, c'est pas les vôtres, hein. C'est le moment où on a coulé le béton, hein, où on a posé le grillage. Et puis, s'il y a des murs, bon, bah, vous venez régler vos trucs, vous savez le boulot que fait le plâtrier. C'est pas que vous êtes plâtrier, c'est que vous savez ce qu'il fait. Et du coup, vous tenez compte dans ce que vous installez de ce que va faire l'autre. Ça, c'est le premier niveau de la coopération. Il y a des gens, ils n'en ont rien à fiche. Hein. Ils arrivent, font leur truc, salut, au revoir, s'occupent pas des autres. Bon. Évidemment, quand vous avez des chantiers comme ça, c'est rare que ça se passe bien. Hein. Alors, à l'inverse, ces premiers niveaux de coopération, c'est celui que je viens de décrire. Et dans le jeu vidéo, il y a un très haut niveau de coopération, parce que vous avez quelqu'un qui invente le jeu, qui écrit l'histoire. L'autre, il va mettre au point, en quelque sorte, sa spécialité, c'est de créer la tension, quel va être le système de jeu, quel est l'enjeu du jeu. Alors après, le reste, vous le connaissez, il y a le graphisme, c'est un boulot particulier et hautement spécialisé. Ensuite, vous avez celui qui fait la programmation, les logiciels. Et combien d'autres travaux qui sont là au milieu du truc. Donc, spontanément, ces gens travaillent ensemble. Et comme chacun sait ce que fait l'autre, comprend en gros de quoi il s'agit, eh bien, il est capable de faire des suggestions qui enrichissent le travail de l'autre. Ça marche dans les deux. C'est quelque chose d'extraordinaire, cette interaction. Puis après, bon, là, le jeu vidéo, il est en train d'entrer dans la dimension 3D. Bon, le côté philosophie du personnel, c'est que, clairement, quand vous avez mis le masque, vous voyez que la frontière entre le virtuel et le concret n'est pas là où vous croyez. Parce que vous-même, vous êtes en quelque sorte un filtre. Parce que moi, on me dit, ah oui, mais monsieur Mélenchon, c'est parce qu'il y a le filtre. Mais nous sommes des filtres. Nos yeux ne voient pas tout le rayonnement lumineux. N'en voient qu'une partie, encore heureux, sinon on ne verra rien. Eh bien oui, c'est ça le secret. Celui qui voit tout, voit rien. Celui qui entend tout, entend rien. Parce que c'est trop à la fois. Donc, nous sommes, nous, des machines à sélectionner, par nos sens, la réalité. La réalité telle que nous l'apercevons, ce n'est pas la réalité. En tout cas, ce n'est pas toute la réalité. C'est juste un segment. Et là-dedans, on a une machine qui passe son temps à calculer ce qui va se passer tout à l'heure. C'est-à-dire l'instant d'après, la seconde d'après, la seconde d'après. Cette machine, elle fait que ça. Elle produit le futur. Et parce qu'elle l'anticipe. Bon, ça c'est la partie être humain. Mais là, c'est pareil. Vous mettez la machine, vous mettez le casque sur vous et vous commencez le jeu. Bon, alors, 2 choses se produisent en même temps. La première, c'est que vous vivez réellement le jeu. Quand on m'a fait essayer un des jeux, j'ai dû escalader une montagne. D'accord? Vous tournez la tête du côté que vous voulez, il y a bien une montagne, il y a bien des rochers, etc. Attendez, mais là, c'est une merveille. Pourquoi vous m'enlevez de là? Et comme les gars sont super forts, vous faites ça, à mesure que vous respirez, vous avez la buée qui sort devant vous, dans le jeu. Et alors, ça me met un souffle. On s'y croit, hein. Donc vous y êtes. Alors, cette réalité, elle m'affecte physiquement. Je vois bien qu'il fait froid, je vois qu'il y a de la buée. Mais si ça vous paraît trop compliqué, je vais vous prendre un autre exemple dans ce jeu-là. Je m'approche du bord. Ben, j'y suis vraiment, les amis. J'y suis vraiment. Donc, si j'ai le vertige, je vais vous dire que je passe un mauvais moment. Et c'est étudié pour. Donc, mes réactions physiques sont totales, comme si j'étais réellement dans la situation. Et d'ailleurs, j'y étais. Vous voyez? J'arrête là, sinon ça prend 1 heure de cours. Mais ça, c'est le premier effet, c'est-à-dire la réalité virtuelle est un des aspects du concret. Et le jeu vidéo nous permet d'y entrer tous. Parce que c'est le jeu. Parce que nous autres, les êtres humains, nous aimons jouer. Jouer, la fonction du jeu, c'est toujours d'anticiper, de reproduire une situation à l'avance, dont on s'amuse parce que ça n'est pas une vraie situation. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conséquences irréparables à nos décisions. Le jeu, il s'arrête et vous recommencez. Dans la vie, vous avez fait la grosse bêtise, vous n'arrêtez pas le jeu et ça ne recommence pas, vous faites avec. Donc, ça c'est le premier aspect. L'importance du jeu comme vecteur d'un grand saut technique. Pourquoi je dis un grand saut technique? Parce que je viens de vous parler de mon histoire de aller au bord.
Ben, vous voyez bien, ça a une vertu thérapeutique. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on va faire un jeu, on met des araignées partout, pour les gens qui ont peur des araignées. Et donc, vous pouvez aller au contact de votre difficulté à vivre un événement, en revenir, en recommencer, jusqu'à ce que vous le dominiez. Donc, c'est une machine à construire l'être humain, pas à le détruire, contrairement aux apparences. Et donc, c'est une formidable machine à étudier. Parce que si vous étudiez en jeu, en situation, par exemple, si on pouvait interagir avec, vraiment interagir en 3D avec le jeu Assassin's Creed sur la Révolution, la partie du jeu qui montre Paris en 1789, c'est génial. La reconstitution du décor, c'est pas un gars qui a dessiné ça dans son coin en se demandant ce qui lui passait par la tête. Hein. Non, c'est des spécialistes qui font ça. Hein. Alors, c'est extraordinaire, une extraordinaire ouverture sur le futur qui donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'enthousiasme. D'ailleurs, vous le savez bien que le jeu 3D commence à entrer dans la pédagogie, parce que vous avez des simulateurs de vol, d'hélicoptères, d'avions, des simulateurs de navigation, et les simulateurs commencent à être de plus en plus nombreux. Le simulateur, c'est typiquement un apprentissage radicalement concret. Hein. Alors, voilà, ça m'a mis vraiment dans un très grand état d'excitation, et puis il y avait là-dedans, je crois, des gens qui apprécient ce que je dis. Alors, c'est ça maintenant, troisième aspect, l'évolution du jeu. D'abord, heureusement qu'il y a une école publique, parce que sinon ça dépendrait entièrement du privé. Deuxièmement, heureusement qu'il y a des gens audacieux qui veulent être des producteurs indépendants, parce que sinon ils produiraient dans les normes dominantes, c'est-à-dire qu'ils produiraient partout la même mouise, hein, la même bouillie, comme c'est le cas dans certains arts que je ne veux pas nommer, où c'est tout du pareil au même à cause des majors. Donc là, il y a plein d'indépendants qui inventent. Et quelqu'un m'a dit, j'ai observé qu'il y avait une politisation du jeu qui est croissante depuis 10 ans. C'est-à-dire que de plus en plus, les jeux ont un sens. Par exemple, j'étais dans une salle, il y avait des jeunes qui avaient préparé un jeu, et le jeu, c'était des gens ont trouvé, ils ont besoin de trouver de l'énergie, et bon, du soleil et de l'eau. Et alors, ils sont dans leur communauté, ils vont à la recherche d'eau et d'énergie, de soleil, etc. Bon, la communauté se construit pour renforcer sa communauté. C'est politique, ça. Eh bien oui, c'est pas chacun pour soi. On travaille tous pour tout le monde. Et de temps à autre, il est possible d'aller à la rencontre d'autres communautés, et ça se fait sur une base positive, c'est-à-dire qu'on échange des trucs. Hein. Bon, fantastique, non? Fantastique, ça vaut mieux que 10 heures de discussion sur un programme politique, sur la différence entre la compétition et la coopération. Là, tout le monde comprend du premier coup la différence entre les deux, parce que sinon vous perdez au jeu. Donc vous apprenez, mais vous apprenez comme là, dans votre cœur, dans vos affects. Vous n'attendez pas de vous trouver devant une situation où vous allez réagir sans savoir comment réagir, vous voyez? Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Et l'après-midi, j'allais au salon de la BD. Alors, à la BD, ce qui m'a intéressé, c'est deux choses. L'une, je ne vous la dis pas parce que je le dirai à Lyon, dans mon discours, parce qu'on a parlé du statut des gens qui écrivent des livres de bande dessinée. Parce que ça s'appelle un livre. Quand vous parlez avec eux, personne dit un album, ils disent un livre. Hein. Et bon, plus du tiers, je crois, si je me souviens bien, vivent dans la pauvreté. Alors ça va pas, ça, les gars. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Est-ce que vous avez compris une chose? Vous ne pouvez pas faire une société créative si vous ne commencez pas par accumuler avant de la capacité à créer. Donc il faut des gens qui nous racontent des histoires, qui nous écrivent des romans, qui nous font des BD, on les lit, on se transforme, on emmagasine des images, et puis après, on devient créatif dans d'autres domaines. Si vous ne savez pas que c'est comme ça que ça se passe, l'esprit humain, je vous l'apprends. La culture chez l'être humain, elle est cumulative. Hein. Si vous ne mettez rien dedans, il n'en sortira rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous y mettez que de l'argent, il n'en sortira même pas de l'argent, c'est dire. Alors, il y avait beaucoup le statut social des personnes qui font les bandes dessinées dont on a absolument besoin qu'ils les fassent. Sauf si vous me dites, on n'a pas besoin de bandes dessinées, on peut vivre sans bande dessinée. Bon, d'accord, c'est pas mon avis. Donc si on vit avec des bandes dessinées, il faut des gens pour les dessiner. Et si les gens qui vont les dessiner, ils sont comme vous et moi, c'est des êtres humains. Il faut qu'ils aient une vie socialement acceptable, hein, digne. C'est pas possible que des gens croupissent dans la misère, comme c'est leur cas. Donc là-dedans, il faut changer beaucoup de choses. Ça, on en parlera une fois. Moi, j'en reste sur le fait que l'auteur de bande dessinée, il déclenche une chaîne imaginaire, une chaîne de culture. Hein. Il fait voir, connaître, découvrir des choses et il enrichit l'imaginaire. Alors moi j'ai fait le tour des stands, j'arrêtais pas.
Là, bon, là, celui-là, j'ai dit je l'achète, j'avais pas de sous. Alors, ils me l'ont donné, ils m'ont fait une ardoise. C'est le linceul du vieux monde, c'est la révolte des canuts. Alors, là, je suis en dette. J'en ai payé un, je crois, et je dois les 2 autres. Alors après, on m'en a donné d'autres. Évidemment, j'ai plutôt pris les choses qui étaient un peu politiques. Celui-ci, la structure est pourrie, camarade. Bon, Tulipe, super drôle. Bon, j'en ai plein, quoi. Ça, celui-là, ouh. Alors c'est une femme qui l'a fait, Céline Wagner. C'est, je sais même pas si on me dit c'est de la bande dessinée. C'est quelque chose qui a à voir avec le dessin, le récit, une merveille. Alors j'ai essayé d'acheter le manga où j'étais dedans, il n'était pas là. Et on m'a conseillé de lire celui-ci parce qu'on m'a dit ta culture va commencer avec ça, sur le sujet des mangas. Bon, alors, quand même celle-là je la montre, c'est une petite histoire de la Révolution française, parce que ça pour le coup, Grégory Jarry et Otto T. Alors c'est marrant parce que ça raconte la prochaine révolution, pas celle de 89. Donc il a pris comme trame du récit la révolution de 89 et il y a mis, avec de l'humour, hein. C'est pas lourdingue, un méli-mélo du monde actuel, et des questions du monde actuel. Si vous voulez bien comprendre les problèmes de la bande dessinée, parce que ça peut vous intéresser, il faut vous procurer ce livre, La bande dessinée au tournant, Thierry Grustein. Alors, il tenait le samedi les états généraux, j'ai pas été, mais 2 de mes camarades s'y trouvaient pour prendre des notes, et puis ce que j'ai retenu de tout ça, vous le saurez en venant à Lyon.